The past, the present, the future. Experience the unfolding of time. The universe. Billions of years in the making. Our journey. Our destiny. Voyage of Time. The IMAX Experience. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben ouais, alors c'était pas vraiment prévu à la base, et puis finalement, et ben j'ai lancé un petit cycle comme ça sur Terrence Malick, parce que ben voilà, la personne qui est là aujourd'hui, quand je lui ai proposé de venir en parler sur ma chaîne, après avoir parlé de The Tree of Life avec Discady, il m'a dit bah, t'as qu'à faire comme ça après un petit cycle sur Malick. Et j'étais là, bah, carrément, je suis carrément partante parce que moi j'aime revoir les films, j'aime aussi en découvrir, j'aime évoluer aussi dans mon regard, etc. Donc, bah, Voyage of Time, c'était une découverte pour moi. Je ne l'avais pas vu à l'époque à sa sortie en salle, donc ça a été vraiment une découverte et je crois que, ouais, pour l'instant, mes deux préférés, ça reste The Tree of Life et Voyage of Time parce que c'est tellement toutes les questions sur la vie que je me pose. Et qu'il y a enfin un réalisateur qui a osé les mettre sur papier, qui a osé les mettre sur image et qui, je trouve, exprime très bien mes pensées là-dessus. Et toi, Valérian, comment tu as découvert du coup Terrence Malick? Ah, Terrence Malick directement. Ouais. Oh, je pense que c'était à l'université. Hein, le nom, on a dû voir. Je pense qu'on a dû voir La Balade sauvage. La motion du ciel, j'ai vu ça beaucoup plus tard. Non, je crois que c'était la Balade sauvage que j'ai vu en premier. Et la ligne rouge après à la maison. Donc encore une fois, c'est très dispersé un petit peu partout dans mes années de découverte. C'est pas, tu sais, le marathon où tu regardes tous les films à la chaîne. Et Voyage of Time, c'était une séance de cinéma au Max Linder, une très mauvaise séance parce que j'étais très mal placé. Mais c'était vraiment que tu l'aies loupé à l'époque, c'est pas... c'est normal parce qu'il y avait très peu de séances en France. Vraiment, moi je m'étais jeté dessus parce que les images me parlaient et j'avais vu Tree of Life avant, donc je me suis dit ça va être formidable et c'était un peu moins formidable. J'aurais peut-être souhaité voir l'expérience IMAX du film que cette version-là. L'expérience IMAX elle est plus courte. D'accord. Elle est aussi narrée par Brad Pitt. Ça change peut-être un petit peu. Peut-être que le dialogue change directement. Je ne sais pas. Alors, c'est marrant. Mais donc, les images ont été vues en cinéma. Au cinéma en premier. Bah, du coup, c'est marrant parce que je pense qu'ils ont gardé du coup sur YouTube, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Il est disponible sur les services SVOD. Mais ils ont gardé la première version parce que du coup, c'est pas avec la voix de Brad Pitt, moi, c'est avec tout le monde. Donc, du coup. Avec tout le monde. Avec Kate Blanchett qui fait la voix, je crois. Ça, c'est une voix féminine. C'est ça, ça. Et puis aussi les enfants aussi qui parlent parce que comme c'est l'évolution aussi de leur vision sur le monde et tout ça. Donc, donc j'ai pas vu la version avec cette voix de Pitt encore. Mais c'est vrai que j'ai écouté du coup ta critique, c'est vrai, sur ta chaîne qui est accessible encore aujourd'hui. C'est vrai que je t'ai pas trouvé trop, on va dire, méchant avec le film. Ouais, ça a juste été surtout une déception, je pense que parce que est-ce que c'est ça, tu t'attendais à mieux que The Tree of Life ou quelque chose sur les différents? C'est juste que j'ai été
J'aurais souhaité peut-être que la bande-annonce soit plus honnête sur le contenu même du film, D'accord, ouais. parce que moi j'étais très surpris. On était au Max Linder devant un écran géant et tout d'un Ouais, coup on a des moments du film qui sont en mini DV ou en tout cas qui donnent d'accord. l'illusion d'être en mini DV. Donc ça choque beaucoup parce qu'on nous vend les Ouais, belles images, on nous vend en fait une continuité de Tree of Life voilà, sur le ouais. film. Et en final, on a une partie du film qui échappe un peu à cette esthétique. Et c'est vrai que comme ça, quand on regarde le film, qu'on a vraiment envie de voir en fait ces images et qu'on a d'autres choses à la place, enfin à la Mmh. place, qui s'entremêlent, Ouais, c'est vrai que sur le coup, on ne comprend pas trop la démarche. Hein, ouais. ça questionne et ça frustre un petit peu parce qu'il y a une vraie collision, hein, et c'est une collision à dessein évidemment, hein, de la part de Malik, mais une vraie collision entre les images très pauvres en richesse de pixels, on va dire, Mmh. et enfin, la qualité générale, et tout d'un coup des images qui sont magnifiquement bien filmées. Je pense qu'il y a ce rapport clairement d'image de présent ou de futur, ça dépend où on place le présent dans le film. Mmh. Soit c'est le présent, l'instant présent, et donc c'est le suivi des événements du début à la fin. Et on considère ces images intempestives comme étant le futur jusqu'à un certain stade où il y a de nouveau collision, parce qu'à la Ouais. fin, on est dans le temps présent de ces images DV qui nous sont narrées dès le début. Mmh. Ou alors on considère que c'est voilà, l'instant présent qui vient ponctuer les fragments de passé, comme pour nous rappeler en fait que tout ça n'existe plus. Tu vois, la beauté de la nature n'existe plus. On a maintenant de la beauté humaine parce qu'il y a quand même quelques très beaux moments dans ces moments captés avec des caméras légères. Hein. Moi, Ouais. je crois me souvenir qu'il y a un moment où on est en France. Il y a des moutons et je crois que ça parle français à ce moment-là, chez des Ah, paysans. j'ai pas fait attention parce que du coup, je l'ai regardé en VO Eh ben oui, et mais j'ai en pas VO, eu cette en impression. VO, en VO, il y a du français, hein. Il y a du Ouais, français, il y a du chinois, il y a de l'anglais. Enfin, c'est la version capturée directement. Et je crois qu'à un moment, justement, on est dans un paysage, tu vois, de ferme, de campagne française, il me semble. Mais vraiment, j'ai cru entendre du français à ce moment-là. Donc on est voilà sur des moments où ça pourrait être presque filmé comme s'il filmait un moment les premiers hommes, avec ce côté un peu défragmenté. Donc c'est plus pour moi une surprise un peu que je dois digérer quand tu découvres le film, mais après j'en fais pas au film sur la longue durée. Hein, c'est pas non, il passe assez vite, hein, Oui, oui, finalement. mais Ouais. c'est vraiment le fait de se remettre un peu, de replacer tout ça dans le film et après c'est bon. Mais sur le coup, c'est vrai que ça choque parce qu'on ne s'attendait pas à ça. D'accord. Et tout Ouais, d'un coup, ouais, on comme filme pas Brad Pitt dans Tree of Life en mini DV dégueulasse avec de la surexposition. Non, non, il est bien filmé, Brad Pitt. Hein. Donc là, tu te dis, oh, pourquoi il y a eu des coupes de budget, il a dû faire avec la caméra de bord ou comment ça se passe? ouais. Tu vois, c'était juste vraiment une curiosité. Tout d'un coup, ça pop comme ça. Et au moins, c'est honnête, c'est dès le début, il y a quelque chose qui se crée. Et je crois que oui, c'est parmi les premiers plans hein, qui commencent. Hein. Bah, comme quoi, ça doit être 2 films vraiment différents parce que tu vois, on ne le voit pas aussi non plus dans la version que j'ai vue et tout, donc ça doit être 2 films. Et ça va être marrant cette discussion, j'ai l'impression que vraiment c'est 2 films différents. Mais ça, c'est ouais, c'est vrai que c'est pour ça que je regarde très peu les bandes annonces parce que, c'est tellement que ça vend du faux aujourd'hui, enfin, c'est tellement surtout pour nous amener une certaine hype. Et c'est vrai que ouais, je peux comprendre que du coup ça t'est un peu, bah, tu as été déçu par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu vois, moi ce que j'ai bien aimé justement, c'est de rappeler à quel point l'humain, bah, c'est ça, il est sale, il est pourri, il est, violent, alors qu'il y a toute cette beauté justement sur la terre et autour de nous, bah, qui est la vie en fait tout simplement. Et c'est vrai à quel point, l'humain, détruit tout sur son passage. Là, je trouve que c'est assez bien démontré justement par ces petits moments, où il filme en caméra 4:3 peut-être, alors je les connais pas très bien en technique, mais voilà, ça fait pas tout l'écran, c'est vraiment, genre, ça fait peut-être une photo d'archive de voyage que Mm. Terrence Malick a fait,
Et du coup, on voit vraiment ce décalage-là entre la force de l'univers par rapport à l'homme et du coup l'humain qui fait n'importe quoi, en fait, qui est tellement impuissant par rapport à ça et qui pourrit ce monde alors que ça pourrait être tellement un monde magnifique, en fait. C'est ça qu'il veut essayer de démontrer. Et je dirais pas forcément, parce qu'il montre quand même le début de l'homme comme étant quelque chose de beau, tu vois, de simple et de beau. Aussi. Rappelle-toi, et tu vas le traiter d'ailleurs dans ton cycle du Nouveau Monde. Ouais. On a quand même, on passe un beau moment quand Colin Farrell arrive chez les. Je ne veux pas empiéter sur le débat que tu vas avoir, mais il y a quand même, enfin Malick fait quand même bien la distinction, mais il y a quelque chose qui se crée chez l'homme à un moment qu'il fait bifurquer de la voie de la nature. Ouais. Dans Voyage of Time, c'est précisément quand on a un plan où le primitif, il se regarde dans l'eau, il regarde son reflet dans l'eau, et il passe comme ça la main sur son reflet, et à partir de là, tu as un plan où ils enterrent un mort, et à partir de là, c'est fini, quoi. Ils se disputent, ils s'envoient des cailloux, il y en a un qui semble être banni de la tribu. Il y a de la dissension, en fait. C'est vrai. L'unité du groupe se défragmente. Mais c'est au moment où il se regarde lui-même. Je ne sais pas, tu vois, c'est là où il manque sûrement des points. Là, Desgadi dira oui, mais parce qu'il y a ça qui a été dit dans. non, mais il y a sûrement en fait des fondements poétiques ou philosophiques que lui connaît par cœur, Malick, des poètes, notamment américains, qu'il connaît et dont il s'inspire de l'énergie pour créer en fait ces rapports et tout d'un coup cette fuite comme ça où le récit va dans un autre sens, mais moi je ne connais pas tout ça, donc il manque des blocs. Et à la limite, c'est pas grave, en fait, j'ai juste les images et je vois une certaine logique, mais je pourrais pas, tu vois, vraiment comprendre tous les liants, non, parce que c'est très fragmenté. Il y a vraiment une idée qui amène à une autre, un plan qui amène à un autre, et des fois j'ai l'impression que si tu es renforcé par une certaine culture que Malick a et utilise depuis des années pour faire ses films, notamment ceux-là, tout le bloc, là, Song to Song, À la merveille, Tree of Life, Voyage of Time, c'est des films qui ont été faits en très peu de temps. Et Night of Cups, ou Knights of Cups, je ne sais jamais, je crois que c'est Knights of Cups. Of Cups. Ok, c'est Knight au singulier of Cups. Okay. À chaque fois, je me gourre. C'est le chevalier, je ne sais plus ce que ça veut dire en français, le chevalier de je ne sais plus quoi. Enfin, des coupes. Knight, ça veut dire chevalier en fait, en français. Et à mon avis, il doit y avoir quelque chose qui s'est débloqué littéralement en lui pour avoir autant d'énergie à fabriquer des films en si peu de temps, alors qu'avant, c'était un film tous les 10 ans. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce qu'il a lu, ou dans ce qu'il a découvert, ou dans les liaisons qu'il a fait dans sa culture et dans la vie qui l'ont amené. Mais ça, on ne peut pas être dans sa tête. Donc, il y a sûrement des choses qu'on échappe, qui nous échappent. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas un problème il ne faut pas lui en vouloir. Non. C'est qu'à nous qu'il faut s'en vouloir de ne pas avoir acquis un savoir qui nous permette de décoder, d'avoir de la sensibilité à ça. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est qu'il a réussi à faire tout simplement le deuil, je pense aussi d'avoir perdu son frère. Et apparemment, c'est quelque chose qui lui est vraiment arrivé dans la vie. Donc, c'est en fait, The Sphere of Life, c'est une prière à la mort, pour la mort de son frère. Et je pense qu'il a réussi à faire le deuil justement à travers ses films, d'avoir réussi à en parler et du coup d'avoir fait le deuil et d'aller plus loin que ça. Et au contraire, même de se questionner, je pense, de ce que c'est que ta vie en fait. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident en fait d'en parler et puis surtout de mettre des images dessus. Enfin, c'est tellement grand et vaste et puis on a tellement notre vécu aussi personnel avec la vie, le questionnement n'est pas forcément la même. Et c'est ça, je pense que tu as raison sur ça, qu'il y a beaucoup de références aussi littéraires, poétiques qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que ça ne dérange pas parce que ça laisse quand même dans le rêve. C'est ça, dans le questionnement, dans les illusions, voilà, quoi. Et du coup, on peut se laisser complètement se laisser dans un voyage, en fait. Un voyage de la vie, c'est ça, hein, c'est le titre du film, très bien trouvé. En français, vraiment, Voyage of Time, ça veut dire au fil de la vie, et c'est exactement ça, quoi. Donc, je
je pense que c'est parce qu'il est arrivé à un stade où il a réussi à faire le deuil de quelque chose en lui et qu'aujourd'hui, enfin, et qu'à travers ces films qu'il a fait et qu'il a voulu aller plus loin et parce que le prochain, c'est sur la vie de Jésus, il me semble, son prochain film prévu en 2025. Donc je pense que ça va être autre chose aussi et un autre questionnement aussi, hein, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il a réussi à faire quand même le deuil de quelque chose et il essaye maintenant, d'avancer en fait, hein. C'est de garder encore les pieds sur terre, mais de pas oublier en fait ce qui entoure et c'est un peu le combat d'un humain, hein, de rester, dans la vie réelle mais c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher de rêver, de nous questionner sur le monde et cetera. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans ces 2 films-là, The Tree of Life et Voyage aux Flammes et c'est pour ça qu'ils me parlent beaucoup et c'est vrai que, ouais, ça représente tellement tout ça, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il est hyper difficile, tu vois? The Tree of Life, ça y est, j'arrive à en parler, mais c'est vrai quand tu découvres quand je découvre la première fois une œuvre de Terrence Malick, c'est toujours très compliqué, d'en parler parce qu'il y a énormément d'émotions et comme on est géré et tout, enfin, c'est voilà, quoi. Donc, mais ouais, moi, je pense qu'il a réussi, à faire le deuil de quelque chose et qu'il a voulu, je pense, le partager à travers ces œuvres-là et dire que se libérer, je crois que c'est possible. Tu vois? Je ressens un petit truc comme ça en lui, Mais à travers ces films. je pense que s'il s'agit aussi de films faits par quelqu'un qui est plus âgé, donc à un moment, en Ouais, fait, il y a des films qui sont quand même assez accessibles chez Malick, qui sont ses premiers parce qu'il est plus jeune, et les derniers films, tu peux pas balancer ça comme non, ça à quelqu'un qui a moins d'expérience de cinéma ou qui a moins d'expérience tout court de vie, hein, c'est ça. ça passera pas, hein. Il y Non, a le réel qui est là quelque part dans le film, et bon, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience avec le réel, bah, il saisira pas la valeur de la façon de filmer, la façon de voir en fait un déroulement de la mort ou le déroulement du rapport à l'espace. Que là, encore une fois, comme dans Tree of Life, on a un déroulé de l'espace. C'est un fantasme, hein. Il ne s'agit pas de jouer au professeur scientifique qui va donner une véritable. Et c'est pour ça qu'il fait après appel à des spécialistes d'effets spéciaux qui ont travaillé pour différents films, dont certains films dans l'espace, pour créer des illusions, hein. Ça reste du spectacle, hein. Mais il y a quand même, comme pour certains films où tu as besoin d'une expérience solide pour l'apprécier, bah là aussi, tu as besoin d'un peu d'expérience de vie pour mieux apprécier ces films-là. C'est des films d'adultes. ouais. Il y a certaines productions actuelles qui sont d'ailleurs actuellement au cinéma où c'est des films d'enfants. Vraiment, il n'y a pas de mal, mais c'est juste des films d'enfants. Même si c'est fait par des adultes, c'est à destination de gens qui ont peu à penser, parce que le film a peu à penser, ou pense d'une façon très puérile. Et il y a des films où là, tu fais le même de Jackie Chan qui se prend la tête comme ça parce qu'il faut vraiment prendre tout ton être et bien voir le film pour saisir l'amplitude. Tu peux regarder le film et être simplement avoir du plaisir devant les belles images et voir une logique purement narrative, hein, devant du Voyage of Time. Mais après, il y a d'autres niveaux qui touchent plus à ton rapport au monde, ton rapport à l'histoire du monde, enfin, où on va en fait avec tout ce bazar, en te ramenant dans le passé et aussi loin qu'on peut, avec des images qui sont pourtant les images de maintenant, hein. C'est pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'environnement hors espace créé purement par effets spéciaux. C'est des vrais lieux, quelque part, filmés à des heures précises, qui donnent en fait cette illusion d'être la Terre, mais à un autre moment. Tu sais, c'est un peu comme le début de Prometheus, où on nous montre une autre planète, mais on sait très bien que c'est la nôtre. Ça revient toujours à la même chose. Les ingénieurs, c'est nous, mais en autre chose, mais en mieux, pourrait-on dire. Là, on est encore une fois, c'est notre planète à nous, la façon dont ils filment la planète dans Voyage of Time, mais
sous couvert d'une autre époque, Ouais. alors que c'est la nôtre. Donc, tu vois, en fait, on se voyage sans se déplacer. On est un petit peu comme dans Dune, le voyage stellaire dans Dune, quoi. On se voyage, mais on se déplace pas. C'est ce qu'ils disent dans le film de Lynch. On voyage, mais sans se déplacer. Bah, c'est ça. C'est voyage of time. Et c'est vraiment, là, on raccroche le wagon avec le titre, c'est on voyage dans le temps, mais alors qu'on reste au même endroit. C'est-à-dire on filme cette plage, mais cette plage, c'est la plage de maintenant, mais c'est aussi la plage d'il y a des millions d'années. Voire même, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un plan à la con d'une plage et il fout un dino dedans. Il n'existe pas. Mais alors que c'est la plage, tu peux y aller juste après, quoi. Mais là, donc il te fait sur 2 niveaux, sur un même visuel, il te fait passer deux siècles, deux temporalités. Par cette image virtuelle qui évoque la temporalité passée des millions d'années et l'image actuelle qui est une plage, tout ce qui est plus banal. Il le fait plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a des animaux, tu te dis, le plan, il est réel et tu as cet animal qui vient nous convoquer le passé. Les poissons dans l'eau sont des animaux complètement créés, tu penses? Ça n'existe pas? Bon, non, je pense que non, mais il y a certains moments où tu as des animaux, des poissons, ceux qui ont des grosses mâchoires, là, qui sont... Enfin, des mâchoires, c'est pas ceux à un moment où ils ont des espèces de gros c'est ça, ouais. Mais ça, je pense que ce sont des vrais poissons. Mais il y a un moment, un qui se balade comme ça avec une grande queue. Et je pense que celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a aussi un espèce de requin, tu sais, avec une gueule ouverte comme ça. Non, c'était pas une gueule ouverte. Il avait une espèce de grosse mâchoire un peu agressive. Je ne saurais plus te dire. C'est un nom spécifique. C'est une espèce de poisson avec vraiment comme s'il était blindé sur le devant, un petit peu comme le poisson qu'on a dans Avatar 2 là, qui attaque le héros à un moment. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je voudrais pas dire de ânerie. D'accord. Mais c'est pas grave. Mais oui, il a fait certains animaux, mais juste pour se permettre quelques transitions. C'est pas très envahissant la façon dont il les intègre. Et à côté, tu as des poissons très classiques comme les baleines, les bancs de poissons, et les oiseaux qui plongent comme ça, comme des missiles, pour aller les chercher. Bon, ça c'est des images captées de toutes pièces, quoi. Même après des réorganisations, comme tu sais, là, moi, je crois que je l'avais évoqué dans ma critique, les hommes qui essaient de choper l'œuf de l'autruche, et l'autruche qui les regarde de côté en mode vous foutriez pas un peu de ma gueule quand même. Bon, je tolère que vous en preniez un, mais pas plus, hein. Et tu vois, les autres, ils savent pas trop s'ils peuvent le prendre ou non. Il faut bien se nourrir. C'est une réorganisation du réel, là, pour le coup. On veut nous faire croire à une scène qui s'est passée il y a des milliers et des milliers d'années, alors que là, ils ont foutu juste une pauvre autruche, des œufs en plastique et des mecs qui ont l'air légèrement primitifs, tout nus en face, quoi. C'est vrai. On nous fait un peu dialoguer le temps aussi de cette façon. Et ça marche pour le coup. En fait, il y a un nez pur, il n'y a pas de musique. Je trouve que ça marche bien, ça. C'est ça. Et je pense qu'il aurait pu même un peu couper de voix off. Je trouvais un peu trop parfois de voix off. J'ai fait assez de The Sea of Life où ça avait plus de sens parce qu'il y a aussi des dialogues dans The Sea of Life, mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de voix off. Je pense qu'on laissait justement imaginer justement vraiment ce qu'il a voulu nous montrer à travers l'image. Il aurait dû encore plus nous laisser se noyer en fait dans cet univers-là, dans ce voyage en fait. Et tu vois, c'est vrai que ça m'a fait rappeler notre fameux débat sur le fond et la forme. Dans une œuvre où justement, je pensais que, alors oui, le directeur de la photographie apporte beaucoup, et je croyais que c'était le même, que c'était Emmanuel Lubezki. Et en fait, j'ai regardé et pas du tout. Alors j'ai plus le nom malheureusement. Et du coup, c'est là où je me suis aperçue, non, effectivement, il y a aussi des réalisateurs qui ont des signatures artistiques. Et je viens de m'apercevoir de ça avec ce film-là, que c'est vraiment, effectivement, quand on m'expliquait ça, quand j'étais sur Twitter, j'avais un peu de mal à y croire et tout. Mais en fait, non, eux aussi, parfois, ils ont vraiment quelque chose dans la tête qu'ils veulent vraiment représenter à l'image. Et c'est vrai que c'est pour ça que les deux films, The Sea of Life et ce film-là, se ressemblent beaucoup. Mais c'est ça qui est dingue, c'est avec deux directeurs de la photographie complètement différents. Et pourtant, qui se complètent eux deux. Et du coup, là, je me suis rendu compte, non, Terrence Malick, effectivement,
il a une patte artistique, tu vois, comme on dit, il a une forme qu'il a créée. Et ça, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui comme ça, des réalisateurs comme ça. Et lui, il a, quoi. Clairement, il a. Parce que ses autres films aussi, alors des fois, Emmanuel Lubezki revient aussi quand même. Mais c'est vrai qu'il arrive quand même, malgré tout, à trouver le bon directeur de la photographie pour vraiment représenter ce qu'il a dans la tête et tout. Et ça, c'est fort, quoi. Là, ça me l'a démontré dans ce film-là. Et c'est ça qui est énorme, quoi. C'est voilà, quoi, toujours le côté le fond et la forme d'une œuvre, quoi. Après, là, pour ce film-ci, d'après mes notes, c'est Paul Atkins qui a fait la photo, et c'est quelqu'un qui a déjà travaillé chez Malick, il a travaillé dans la deuxième équipe sur The Revenant, dont la photo était de Lubezki, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, il y a aussi un lien d'une certaine façon, quoi. Ouais. Vis-à-vis de la voix off rattachée à l'image, enfin, appuyant l'image, je trouve qu'au contraire, c'est très en résistance à l'image, ce qui est dit. C'est pas facile de rattacher à chaque fois ce qui est dit avec les images. Des fois, tu dis, quand elle parle de oui, oh, mother, tout ça, et tout d'un coup, tu as des bruits de lave, et tu as la lave, et tu te dis, qu'est-ce que je dois. Pourquoi elle est là, en fait, cette lave par rapport à la voix off de Cate Blanchett. Des fois, il faut creuser un peu la signification quand c'est convoqué, quand l'image est convoquée et que tu as ce son comme ça, cette voix. Et je trouve que c'est à part, en fait. C'est pas du tout en... Je trouve que la voix off est vraiment en... comme si elle surplombait le film, mais elle n'était pas en osmose avec les images. C'est un niveau encore à part. C'est pas rattaché, c'est pas... Bon, on est de toute façon très très loin de rapports, de concordance, comme on pourrait imaginer à la télé, tu vois, où on dit un truc et tu as le truc qui est dit, qui est à l'écran. Bon, c'est redondant, c'est pas intéressant. Et c'est pas non plus une parole qui est en résistance. Le son, résistance à l'image, bon, ça c'est le truc classique. Le son n'est pas forcément résistance en image, mais c'est encore autre chose. C'est un autre discours encore, dont l'image est une continuité, une réponse globale, je devrais dire. Ouais. Oui, c'est vrai que ça pourrait être la réponse de The Tree of Life, hein, en fait, hein, quelque part. Ouais, ça ferait un effet de miroir de réponse par rapport à ça. Et moi, ouais, non, c'est ça. Mais elle questionne, tu vois, elle questionne. C'est pas... ça. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas perçue comme invasive, mais elle questionne pour le coup les segments. Je trouve que le film fonctionne bien en segments avec ce réel en DV comme ça qui vient ponctuer des grandes séquences de blocs sur l'évolution de la vie. Donc à partir de là, on peut remettre en cause chaque bloc, enfin ce qui est dit par la voix off sur chaque bloc. Ouais, d'accord. Mais ça se trouve, il faut vraiment que je vois l'autre version. J'ai l'impression qu'on parle vraiment, c'est ça, de deux films différents, alors que c'est les mêmes en fait. Hein, mais du coup, il faut que je vois l'autre version aussi. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il est très difficile à en parler quand même. Parce que c'est tellement en fait la vision du monde de Terrence Malick, donc d'en parler à sa place, c'est compliqué quand même. Mais c'est vrai qu'on peut se le rapproprier quand même malgré tout, comment on le souhaite en fait en tant que spectateur. Ça, c'est toujours la magie, je trouve, de chez Terrence Malick quand il a trouvé sa forme, justement à travers la poésie des images, qu'on puisse s'approprier tellement comment il veut raconter son histoire. Et ça aussi, je trouve que c'est assez rare ce genre de film. Et que c'est pour ça, pour moi, c'est des petits bijoux en fait, du cinéma américain. Et voilà, je ne sais pas si tu es d'accord par rapport à ça. Même Malick ne parle pas de ce film. Il y a pas d'interview, il existe à peine des photos de lui. Enfin, il pourrait faire des courses au Franprix à côté de chez moi, je ne saurais même pas que c'est lui. Ça c'est formidable. La petite blague mise à part, non, c'est bien. Enfin, c'est un choix encore plus aujourd'hui judicieux de sa part de laisser le spectateur faire son chemin dans le film. Il n'y a pas de... Chacun avec sa culture peut picorer ce qu'il veut dedans. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien ou de mauvais message. J'ai rarement vu des gens penser complètement l'inverse de ce que généralement les gens perçoivent des films de Malick. Mais pas parce que c'est suffisamment long
dans son travail pour que tout d'un coup, que l'idée finale arrive jusqu'à soi. Hein. C'est parce que c'est souvent des boucles et des choses qui traînent, en fait. Je trouve il fait traîner, en fait, les situations et l'ambiance suffisamment longtemps pour qu'à un moment, on arrive à accrocher au wagon. Ou alors avoir abandonné. Mais du coup, on n'aurait pas plus d'idées qui se débloqueraient par la suite si on abandonne. Je dis abandon, arrêtez de regarder le film. Hein. Il y en a, le séquence dans l'espace de Tree of Life, c'était fini. Hein. Les dinosaures aussi. Hein. Les dinosaures, ça avait pas mal dérangé aussi les gens. Ah ouais, bon, moi j'aime bien les dinosaures, donc il n'y avait pas de souci. Enfin, surtout le moment, ce qui est très étrange, parce que ça, on dirait presque une réaction humaine quand il pose le pied sur l'autre dans Tree of Life. Et on dirait qu'il y a un moment de pitié d'un dino sur l'autre, du carnivore sur l'herbivore. C'est l'impression que ça m'a donné. Hein. Qu'il y a une humanité chez le dinosaure. Hein. Et franchement, sûrement, hein. Enfin, je veux dire, les animaux, ils se sauvent entre eux aussi, hein, quand ils sont en danger. Oui, ils savent aussi se protéger. Hein. C'est juste qu'ils ne parlent pas le même langage que nous. Hein. C'est surtout ça. Bon, après, ne leur donnons pas trop d'intelligence non plus, sinon moi, je vais faire un pacte économique avec les chats. Comme disait mon prof de philo, si les animaux étaient intelligents, ça se saurait. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que les animaux ne fabriquent pas vraiment d'outils. Ils n'ont pas la conscience de la mort et de l'avenir. Enfin, ils ne se projettent pas dans l'avenir, ils vivent l'instant présent. C'est ce qui fait la distinction entre nous, les êtres pensants, qui pouvons nous projeter dans le temps et enterrer nos morts. C'est-à-dire qu'on a conscience que la vie va s'éteindre pour nous à un moment. On a conscience de notre passé, de notre futur. Là où les animaux, c'est même pas développé dans leur cerveau. Hein. Après, on a des fragments de ça dans certaines communautés d'animaux, comme les éléphants ou certains singes. C'est quand même très limité. Et ça dépend en plus de certaines catégories. Hein. Il y en a, ils sont incapables de penser un outil. Il y en a d'autres, ce sont des familles, ce ne sont pas vraiment des grands groupes. Donc bon, ça dépend des animaux. Moi, je ne veux pas retaper sur Avatar 2, hein, avec les baleines qui font de la philosophie. Il faudrait nous le montrer au lieu de nous le dire, parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait comme concept. Quoi. Je trouve que le moment où tu montres la baleine dans Voyage of Time est plus empreint de philosophie que nous dire que la baleine extraterrestre dans Avatar 2, elle fait de la philo. Il y a un truc à un moment où Pépé Cameron, il s'est un peu loupé là quand même. Là où Malik, en fait, il fait juste parler réel. Cameron, il pourrait mieux avoir quand même des bons techniciens avant de... Enfin, quand je voyais Avatar, surtout le 2, enfin, moi, c'était un rouleau décompresseur, hein, parce qu'il y a un moment, il ne se passe tellement rien dans Avatar 2. Et j'étais là, c'est bien, je suis au milieu des poissons. Enfin, je n'étais pas stressée, quoi. Mais du coup, la technique, quand même, ça n'a rien à voir. Et c'est là où c'est clair que j'applaudis largement Terrence Malick là-dessus que James Cameron avec Avatar. Hein. C'est pénible de faire des comparaisons, mais malheureusement, on est un peu obligé de le dire quand même. Hein. Non, mais je prenais ça comme ça parce que l'idée de croisement me venait. Hein, c'est pas forcément un croisement qui est justifié, mais c'est vrai quand on parle de philosophie, Malik vient avec certains concepts, moi qui m'échappe complètement. Hein, je pense que Desgadi et tu le sentais, est plus à l'aise pour essayer de saisir des idées, des choses comme ça. Et il est clair que Voyage of Time est regorgé aussi de ces idées-là. Quand on me parle de philosophie et que je vois les baleines d'Avatar 2, parce que ce sont des baleines, il ne faut pas me faire croire à autre chose, c'est dommage que ça n'ait pas eu plus de démonstration de ça, parce que ce sont des mots très puissants, religion, baleine, esprit, c'est très très fort comme mot. Hein. Et finalement, c'est juste des mots qui sont dits et des mots qui ne sont pas montrés. Là où Malik, justement, se restreint d'un discours appuyé via une parole, quand bien même, enfin, cette parole même dans le film est insondable, et ce sont les images qui vont nous donner à voir les connexions. Et ça, c'est peut-être la meilleure façon de faire la philosophie au cinéma.
Ouais. Ou alors, c'est un travail de discours où on va avoir une répartie de discours entre quelqu'un qui pense une philosophie et l'autre qui pense une autre philosophie. Bon, là, c'est une façon de filmer l'entrain du dialogue. Bon, ça, c'est encore d'autres films. Hein. Mais si on parle par l'image, et Cameron qui veut tellement raconter par les images, ben là, il l'a raté. Ce qu'il aurait pu faire, c'est par exemple la peau de la baleine qui varie un petit peu, tu sais, comme le masque de Rorschach dans Watchmen. La peau change, les couleurs changent, les motifs changent constamment parce que la peau, c'est comme un capot de caméléon géant. Là, tu te dis, il y a peut-être des trucs à jouer visuellement. Non, c'est pas le cas. C'est une baleine, voilà. Non, bon, j'arrête de taper sur Cameron, c'est pas le propos. Malik, il est un petit peu plus fort que ça. Je pense que pour rassembler un peu ma pensée, que même si c'est un film qui a été un peu discret à sa sortie, et généralement les gens sautent le film parce que c'est pas un manque d'avoir vu des images ou de considération, ou parce que les gens n'en parlent pas. Les gens parlent beaucoup de Tree of Life. Et après, on passe tout de suite à La vie cachée, et alors qu'il y avait quelques films. Et à la merveille n'est pas très curieusement, quand il était sorti, peu de gens en parlaient, et il n'y a eu quasiment aucun retour qui était vraiment très positif, parce que c'était dans une continuité de ses travaux précédents, et peut-être qu'il n'arrivait pas à se démarquer. Je ne l'ai pas vu, alors je l'ai utilisé pour mon mash-up récemment, mais je ne l'ai pas vu vraiment bien concentré. Il faudrait que je revoie, mais je ne sais pas ce qu'il a pour lui. Et peut-être que ces gens avaient aussi l'impression, comme ça, en voyant la bande-annonce de Voyage of Time, on dirait le fragment de l'espace de Malik étendu. Et il s'arrêtait là. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas totalement tort, mais si justement les gens ont aimé ce fragment de Malik et veulent le voir étendre, ils pourront essayer celui-là. C'est vrai que pour moi, la trilogie qu'il a fait juste après, avec justement Night of Cups, à la merveille, et j'oublie toujours le troisième. Pardon. Sang to Sang. Oui, c'est ça. Sang to Sang. Ouais. C'est vrai que je pense qu'en fait, on a forcément des films qu'on apprécie, mais c'est vrai que quand on voit les trois, c'est un peu ce qu'on disait avec Desgali dans notre vidéo, c'est qu'on a l'impression malheureusement, il se pose un peu trop souvent les mêmes questions à travers cette trilogie. Donc effectivement, je pense qu'il y a un bout d'un moment, il y a un redondant, et que du coup, il a réussi à s'en tirer de là avec le film Une vie cachée, où là, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment une nouvelle histoire, comme avec l'Anime Rouge, comme avec Le Nouveau Monde, tu vois, et je pense que ça a dû ramener un peu une certaine fraîcheur en fait chez Malik, toujours quand même en gardant toujours ce questionnement sur la vie, etc., mais avec quand même une nouvelle façon de raconter. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en l'ayant découvert après Une vie cachée, quand même, qui était bien différent de cette trilogie, et voilà, qui se répète un peu dans les questions, mais qui le raconte encore d'une manière différente. Bah, je ne sais pas si tu ressens un peu la même chose par rapport à ça. Une vie cachée a eu peut-être quelques fragments qui ressemblaient un peu à la façon dont c'était filmé, mais je trouvais que le propos est très, très différent, parce que là, on était vraiment sur une relation, épistolaire entre le couple qui est séparé, et le sentiment d'absolu est plus incarné, parce que là, on est des humains qui ont une volonté absolue d'aimer et de ne pas faire la guerre, qui est pas perceptible, je trouve, dans les autres. Il y a un peu la psychologie de Kristen Bale dans le personnage masculin de Une vie cachée, je trouve. Où il se laisse aller, il ne donne pas de résistance. Parce qu'il est animé par autre chose. Là où tu vois, ce sentiment d'absolu, tout ça n'est pas vraiment perceptible à mon sens dans Tree of Life. Peut-être légèrement le personnage de Sean Penn, mais on l'a pas beaucoup dans le film, d'être animé par quelque chose d'autre. Mais là, dans Une vie cachée, c'est perceptible. Et je pense que ce sera le cœur du sujet du prochain film avec Jésus. Hein. En fait, c'est une foi dans l'absolu monde. Je ne sais pas trop exactement, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, ou par
par moment dans certains personnages qui ne sont pas forcément importants au début de sa carrière. On le perçoit un peu dans le personnage de Colin Farrell, dans Le Nouveau Monde, une espèce de redécouverte du monde et de sérénité dans le personnage. Bien sûr, après, ça permet de faire des contrastes quand il revient au camp et tout ça. Donc ça, c'est plutôt didactique. Mais peut-être, alors, ça, c'est en parlant avec toi, c'est peut-être parce que justement, comme il n'a pas les réponses, est-ce que c'est par rapport à l'époque qu'il raconte aussi? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore finalement toutes ces réponses-là, que lui, il pense trouver, en fait, tu vois, en évoluant avec les vies, et du coup, en évoluant avec sa carrière aussi, et qu'il ose prendre plus de position à travers ces films. Enfin, position, c'est un peu gros comme terme, mais qui s'affirme, en fait, qui s'affirme de plus en plus à travers ces films. Il s'affirme philosophiquement. Après, je pense pas que... Je sais pas si c'est une affaire de durée. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui était déjà, pas déjà âgé quand il faisait des films, mais quand il a fait Tree of Life, bon, il n'était pas tout jeune déjà. Non. Donc, je pense pas que... Mais ça a l'air de prendre de plus en plus de place, cette psychologie. Donc, je sais pas trop... Enfin, par rapport à Voyage of Time, il n'y a pas de personnage. Donc là, c'est la voix off qui doit un peu nous guider émotionnellement. Et encore, est-ce que tu as pleuré devant Voyage of Time, Peggy? Oh oui, surtout la première fois, même si j'avais rien compris. C'était pas vraiment des pleurs, mais ça m'a fait une émotion. Et de ce que je disais avec Discadi, quand d'un seul coup, j'ai l'impression que j'aime plus le cinéma, je me remets ce film-là. Et à chaque fois, ça me rappelle pourquoi j'aime le cinéma, quoi. Le film-là, pour moi, il a vraiment une puissance par rapport à ça, justement, à la fois à travers l'image, par rapport aussi à ce qu'il raconte à travers les mots et tout. Et ça, je le vois tellement rarement dans les autres films, tu vois, et ça m'a tellement apporté un truc en plus dans ma petite vie de cinéphile, quoi, en fait, tu vois. Ça m'a redonné envie d'y croire au cinéma, quoi, de voir qu'il y a encore des signatures artistiques. Et ça, c'est tellement important, quoi, en fait, dans le cinéma. Est-ce que ce ne serait pas par le choix musical? Ah, il y a ça aussi qui joue vachement. Parce que tu peux être ne pas sensible du tout au choix de musique. Si, ouais, là, carrément. Non, dans ce film-là, carrément, parce que c'est vrai que dans les autres films, elle n'est pas si importante que ça, la musique. C'est plus des bruits de fond, on va dire, pour un peu illustrer ce qu'il veut filmer, en fait. Mais c'est vrai qu'elle est tellement moins importante. Alors peut-être que ça revient un peu dans Une vie cachée. Je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai vu. Non, il y a des choses qui sont semblables, oui. Ouais, voilà. Des chœurs, notamment des chœurs d'enfants. Ouais. Il y en a un à la fin que j'essaie de chercher le morceau, mais je ne le trouve pas. Ah la vache. Très beau moment où il est embarqué justement pour aller à la dernière prison où il va être exécuté. Ouais. Et il est dans le camion. Et le camion passe comme ça dans la campagne et il y a un air, je ne sais pas ce que c'est. J'ai regardé dans le générique de fin, j'ai regardé tous les titres donnés dans le générique de fin, je ne le trouve pas. Ah, mince. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très très beau. Et oui, et là, ça crée de l'émotion, ça. Et ben, ceux qui verront du coup le cycle de Terrence Malick sur cette chaîne et qui ont le titre du morceau, ben, allez-y, mettez-le, ça nous intéresse du coup. Ah bah oui. Alors, c'est vrai que malgré tout, ouais. Et pourtant, j'ai fait Shazam. Hein. Je me suis mis mon portable devant, j'ai fait Shazam pour voir si je trouvais, et je trouve pas. Hein. Mais bon, si Shazam repérait des morceaux de goût, ça se saurait. Hein, toute la merde industrielle, alors là, il n'y a pas de souci. Mais des morceaux un peu raffinés, alors là, il n'y a plus rien. Il n'y a personne. Bon, en tout cas, si vous l'avez, surtout n'hésitez pas. Ouais, voilà. Voilà, moi je pense avoir tout dit, mais il va falloir vraiment que je vois les deux versions parce que vraiment. Je ne sais pas comment tu peux te les procurer, ces deux versions, ces deux montages. Ouais. Là, sur le coup, là, entre la version IMAX qui dure 40 minutes et la version un peu plus longue où tu as tous ces moments d'EV et la voix de Cate Blanchett et tout ça, et voir s'il y a vraiment une différence, s'il y a vraiment une coupe nette. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je ne sais pas. Ouais. Mais je regarderai, moi, je serais curieuse de toute façon. Et du coup, ça sera l'occasion, du coup, y revenir, quoi. Et du coup, tu n'attends, toi, le prochain film de Intrigue, quand même? J'attends une bande-annonce. Non. Oui, mais après, bon,
c'est pas pour autant que j'irai le voir au cinéma. Moi, ça dépendra de la nature de ce que je vois. Après, bon, s'il est en montage depuis 5 ans, c'est que ça doit être un sacré morceau. Hein. Avec du coup, quand même, Kassovitz qui est dedans, je crois. Ben, j'avais vu une interview de Kassovitz qui en parlait et il disait qu'il y a sûrement des milliers d'heures de rush. Oh merde. Déjà, quand un film a eu 800 heures de rush, il y a de quoi s'inquiéter. Ouais. Là, s'il y a des milliers d'heures, ouais, tu m'étonnes que ça va être un gros morceau. Hein. Je sais pas ce que ça va ressembler. Hein. Surtout que c'est lui apparemment qui monte ses films, hein, Terrence Malick, c'est vraiment son propre monteur. Donc ça va être super intéressant. C'est peut-être mieux comme ça que faire comme... non, je ne vais pas citer son nom, ce serait vilain. Samir, il va m'en vouloir, de quelqu'un qui monte quelque chose avec plusieurs monteurs le jour et qui démonte le truc et il remonte autrement avec d'autres monteurs la nuit. Bon, voilà. Mais c'est-à-dire, c'est très pénible en fait comme procédé et si lui, il est à l'aise avec sa façon de voir les images et de monter, ben écoute, très bien, hein, c'est un travail manuel au compte-goutte, un peu comme Miyazaki qui fabrique son film tout seul. Enfin, il n'était pas tout seul, mais fabrique son film à la lenteur de son désir, de sa volonté. Donc, au bout d'un moment, il popera au courant 2026-2027 peut-être. Et puis, j'espère que ce sera un beau succès critique et espérons-le aussi un succès public, parce que bon, à part des gens de niche, c'est pas des films qui tournent partout. Hein, même si ça va traiter de Jésus. Hein, surtout que ça divise beaucoup, hein, enfin, dès que ça touche vraiment oui, mais ça gagne au box-office. Hein. Rappelons-nous la Passion du Christ de Mel Gibson. Hein. Ça a cartonné de dingue. Et surtout que Scorsese est en train aussi de faire un autre film aussi sur Jésus. C'est vrai, tu l'avais dit à la fin du débat avec Desgadi. Oui, alors là, je suis peut-être un peu moins friand de le voir, sachant qu'il n'en avait pas déjà fait un. Si. C'en est un autre. La Passion du Christ, ça s'appelle. Avec Willem Dafoe, c'est ça? Pardon? Avec Willem Dafoe qui jouait le Christ. Là, par contre, les acteurs, je ne me rappelle plus, mais c'est ça, c'est la Passion du Christ. Ok, c'était donc lui le... Ok. C'est pour ça que moi aussi, je ne comprenais pas trop qu'il fasse encore un film sur le Christ, mais bon, peut-être qu'il a envie de corriger certaines croyances qu'il croyait, qu'il a envie de mettre dans son film aussi. Hein, je pense que c'est lié aussi à son travail qu'il avait fait sur Silence. Ouais. C'est l'envie de croire. Je trouve ça c'est bien que tu vois, il y a des choses comme ça qui émergent quand on commence à vieillir et des intérêts qui ne sont plus les mêmes. Enfin, quand Woody Allen a commencé à vraiment être vieux, tout d'un coup, on commençait à voir des morts dans ses films. Avec Match Point, Rêve de Cassandre, Scoop. On commençait à voir des morts, voire même lui mourait dans les films. Parce qu'à la fin de Scoop, je crois qu'il meurt dans un accident de voiture. Alors qu'il essayait de sauver Scarlett Johansson. Donc, non, mais c'est amusant de voir quand tu vieillis, tu es animé par d'autres choses. Et ça va être très amusant parce qu'imagine que les deux films de Scorsese et de Malick sortent la même année que le film que veut faire Nolan sur Dieu. Ça risque d'être très amusant de voir ces trois films. C'est vrai, Nolan aussi veut donner sa vision des choses sur la religion. Alors, je pense pas que ce soit son projet prioritaire parce qu'il a plein de trucs en cours, mais je crois qu'il est question pour lui de faire un film sur Dieu. Alors, je sais pas sous quelle nature. Dieu. Si c'est un truc où il va filmer justement les environnements et faire un peu comme Malick, en fait, ressentir le monde avec sa caméra, ou si ça va être quelque chose de plus narratif sur le culte de Dieu, et puisque lui, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut, il pourrait même faire un documentaire qui pourrait faire plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, à ce moment-là, juste, faut le laisser s'exprimer et voir à quoi ça va ressembler. Moi, je lui fais plutôt confiance. Même si le sujet a l'air un peu invraisemblable, tu veux faire un film sur Dieu, ok. Surtout le venant de lui qui est très littéraire. C'est un peu étrange, mais après, c'est des drafts de scénarios et c'est dit comme ça dans des magazines et des articles, mais après, finalement, il n'y aura peut-être pas de développement avant 2030, on ne sait pas. Donc, c'est des trucs comme ça. Tant que tu n'as pas des images, je ne veux pas trop spéculer. Tout comme le Scorsese, tout comme le Malick. C'est pour ça que moi, je suis toujours friand des premières images en bande-annonce pour donner le ton.
Et puis bon, la bande-annonce peut être montée d'une certaine façon, puisque tu as vu plusieurs films de Malick, tu sais que ce ne sera pas ça. Mais au moins, tu as les images sur lesquelles tu peux te remémorer d'autres rythmes, d'autres musiques. Puis même, si tu regardes la bande-annonce de Voyage of Time, c'est plutôt respectueux du film. Hein. La musique choisie, qui je crois est même dans le film, les images, c'est pas si tordu que ça. Hein, et c'est ce qui m'avait donné envie d'aller voir. D'accord. Et dans l'absolu, les moments avec ces images magnifiques ne m'ont pas déçu, tu vois. C'était pas... Non, la bande-annonce de Voyage of Time n'était pas... C'était pas mensonger. Hein. C'est juste que c'est contraint par une durée de bande-annonce. Hein, mais c'était tout à fait respectable. D'accord. Maintenant que tu reviens au film, c'est bien, parce que tu avais parlé de Baraka dans ta critique de cinéma, et il est disponible sur YouTube, alors avec des problèmes techniques, parce que j'arrive à voir les 30 premières minutes et après ça s'arrête, c'est un peu pénible, mais je pense que tu as raison, il a vu le film, il s'en est quand même... Alors ça, je ne sais pas, Baraka est plus littéral, hein, il est moins... Baraka, c'est un voyage dans le monde, mais c'est... On rentre plus chez l'homme, en fait. Oui. Non, mais la façon de filmer, tu vois, la façon de filmer les gens, les gros plans aussi, plus large, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il s'en est un peu inspiré, tu vois. Je trouvais que ça... Je sais pas, moi je dirais que c'est plus Samsara qui, en 2011 qui a été fait par le même gars qui a fait Baraka. Hein. C'est une continuité, Samsara, que j'avais vu à la Géode. Où là, il y a 2-3 moments où on ressent plus Malick, qui a sorti la même année Tree of Life. D'accord. Que Baraka. Samsara est une mise à jour de Baraka, si je devais être. C'est une update. Quel est notre monde en 2011 par rapport à 1992 ? Oui, c'est vrai. Et qui serait intéressant à remettre encore aujourd'hui, 10 ans plus tard. Oui, si le gars il refait un film, et moi j'y vais direct. Hein. Pareil. Pareil. Avec le Covid et tout au milieu, avec les pandémies qu'il y a et tout, je pense qu'il y a des choses à raconter aussi par rapport à ça. Voilà. Mais il y a très peu de films qui ont cette allure. Hein. Ouais, complètement. Il y a eu pas mal de films dans les années 80 parce qu'il y a eu Konis Katsi qui a lancé de l'énergie comme ça. Mais aujourd'hui, il y a quelques films de... J'aime pas ces termes, mais des films de poseurs. Bon, ça veut rien dire. Hein. C'est des films qui essayent d'imiter un peu le style de contemplation, mais qui n'arrivent pas, je trouve, à créer en fait une philosophie, une croyance derrière des images. C'est juste des images jolies. Il y avait un film qui était sorti en 2018 de Tom Loeb qui s'appelle Awaken. Ah, j'ai pas vu ça. Mais le problème, c'est que le film, il est un peu corrompu par un truc, c'est qu'il est financé par Dubaï. Donc, il y a des belles images, mais à un moment, quand on arrive à Dubaï, c'est le festival. Et là, tu sens, en gros, tu magnifies la ville, quoi, parce que tu as été un peu payé pour. Et on se croirait dans Tron Legacy. Hein. Ouais. Il y a des images hallucinantes de néon bleu, jaune, tout ce que tu veux. Tu dis, waouh, on est arrivé dans un film de science-fiction là. Parce que les mecs, ils avaient le budget qu'il fallait pour filmer la ville super bien, avec des images hallucinantes. Vraiment des trucs, j'ai jamais vu ça. Hein. Mais là, c'est bon. On est sur autre chose en fait. C'est vrai que je pense que tu as raison. Hein, tu as des gens qui. Enfin, des gens. Alors, pas les réalisateurs, mais les directeurs de la photographie qui s'inspirent de Emmanuel Lubezki, hein, tu le sens. Hein, oui, mais c'est bien d'avoir les affiliations comme ça et durer dans le temps. C'est très bien. En plus, c'est plutôt une belle référence. Hein. Ouais, carrément. C'est une belle inspiration. Hein, si les mecs, ils ont le temps où, tu sais, tous ces réalisateurs de doc qui vont aller filmer des trucs à l'aube ou au crépuscule et qui attendent le moment magique, comme on dit, pour filmer la montagne. C'est des gens qui sont aussi très inspirés par ces films-là. Hein. J'avais montré là récemment mon dernier mash-up
un monteur de documentaire et il y avait un chef-op caméraman qui était à côté, qui regardait. Et lui, il voyait des plans de coucher de soleil et qui dit « Ah, ça, je vais devoir le faire dans quelques mois pour un doc. Je suis déjà en train de regarder le… » Je dis « Ah, bah, voilà, il y a aussi des gens qui sont inspirés par ces beaux plans et qui cherchent aussi… » Enfin, c'est aussi des moments de narration, hein, de filmer de cette façon. Donc, ça ne m'étonne pas que des gens qui font de la photo ou de l'imagerie de cinéma se sentent inspirés, ne serait-ce que pour placer un plan du film qu'ils sont en train de traiter qui ressemble à un plan dans The Revenant ou un plan dans ces films mondes, comme on pourrait presque les appeler, des films mondes, comme les films de Malick. Hein. Carrément, et ça j'aime bien, il en montre pas. Après, il faut pas que… Enfin, c'est un peu rapide de dire ça, mais c'est que les films de Malick ont une imagerie qui est empreinte d'une philosophie qui lui est propre. Et il faut bien être conscient qu'en prenant exemple et en essayant de refaire, on ne refera pas la philosophie de Malick. Non. Il ne faut pas me faire croire que Tim Burton il est en train de faire l'expressionnisme allemand parce qu'il imite des figures. Non, ça n'a plus rien à voir en fait. C'est juste, il faut espérer parce qu'il faut c'est juste de l'imitation, mais que les gens ne se trompent pas sur ce qu'ils sont en train de faire en fait. C'est ça aussi. Quand tu fais de la création et que tu veux t'inspirer d'eux, c'est juste une inspiration. Tu ne colles pas la philosophie de l'autre sur les images que tu crées, même si elles ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est un tout en fait. Le film, c'est un tout. Tu peux pas juste extirper. Regarde le plan de Malick parce que le FB, ça veut dire ça. Non. C'est un ensemble en fait. C'est pris avec la musique, c'est pris avec la lenteur, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Complètement. Et ça, on parlait justement de la fabrication des plans. Ça, c'est un passage que j'aime bien dans Babylone de Damien Chazelle. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Voilà, c'est quand le personnage de Brad Pitt, il doit monter au haut de la colline, qu'à un moment donné, il doit aller chercher la caméra parce qu'elle est pétée et qu'ils sont là, ils sont en train de voir le coucher de soleil qui est en train de vraiment se coucher, qui est en train de te dire je vais manquer mon plan et tout, et qu'en fait la caméra arrive à temps parce que c'est un film et qui finalement arrive à filmer la scène, et c'est vrai que c'est ça. Enfin. Et Brad Pitt complètement pété, quand on lui dit action, tu nous coupes, et hop, ça devient le super acteur qui fait exactement ce qu'il faut. C'est très amusant ça, oui. C'est clair, c'est ça. Voilà, moi je pense avoir fait le tour de la question. Peut-être que je ferai carrément. Mais là, je vais m'inspirer sûrement de l'ami Samir. Quand le prochain Malick sortira, je ferai peut-être plusieurs vidéos comme ça avec des regards différents de chacun, avec ceux qui ont participé bien sûr au cycle. Comme ça peut être vachement intéressant. Parce que Samir aussi va venir parler d'un film de Malick avec Stéphane, donc voilà. Lequel ? Donc c'est génial, ça c'est quand la petite famille comme ça se retrouve aussi chez les autres et tout, c'est juste génial. Peggy, il va parler duquel ? Lui, il va parler alors que la ligne rouge avec Stéphane. Oh, la ligne rouge, ok. Ouais. Voilà, donc ça va être passionnant, je pense. Voilà, donc merci beaucoup pour ta proposition, en tout cas, Valérian. Je suis content que ça t'ait stimulé. Ouais, carrément. C'est bien ça. C'est vraiment un réalisateur qui a su me parler assez, pas assez rapidement, parce que vraiment la première fois que je raconte dans The Sea of Life, j'ai mis quand même à peu près 5 ans avant de comprendre The Sea of Life, et ça fait seulement peu de temps que j'arrive à poser mes mots sur ces films, parce que voilà, il faut le temps de digérer, de comprendre aussi ce qu'il veut raconter. Et puis, est-ce que ça nous touche aussi personnellement ? Ça, c'est pas toujours évident, quoi. Et en fait, toutes ces questions sur la vie et tout ça, c'est tellement des questions que je me pose quotidiennement. Et quand je vois justement que lui, il arrive à les poser, c'est ce que j'appelle un peu un de mes héros, quoi, justement, ou enfin quelqu'un qui me parle, quoi, qui arrive à oser poser les mots sur les les images. Et ça, moi, je suis complètement admirative de ça, quoi. Donc, non, merci à toi de m'avoir soufflé l'idée de faire un cycle sur Terrence Malick. De rien. Et toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette vidéo ? Bah écoutez, essayez de trouver le moyen de voir Voyage of Time, hein. Je crois que c'est le truc. Les deux versions, apparemment. Il faut voir les deux versions. On va essayer de trouver déjà une version, ce ne sera pas gagné. Et essayer de le faire dialoguer avec les autres films qui ont été faits dans ce laps de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec tous ces films-là. C'est ça. Voilà. Ouais. Ok, super. Mais merci beaucoup, Valérian, pour cet échange. C'était super.
Et puis, vous aussi, hein, n'hésitez pas à dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Si vous attendez le prochain éventuellement Malik, voilà. Et enfin, en tout cas, dites-nous tout dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!